On va commencer tout doucement en rappelant le but de ce cours. Voilà. Donc, aujourd'hui, le but de mon exposé, c'est de vous donner un panorama général de la preuve du théorème de Mazur qui dit la chose suivante. On se prend une surface de translation M, disons dans un strat de surface de translation H. À vrai dire, ce serait dans un composant connexe de strat. Et on considère la projection de cette strat vers l'espace des modules de surface de Riemann de Jean Roget ou l'espace des modules de courbe de Jean Roget. Les géomètres algébristes aiment bien appeler ça l'espace de courbe, parce que pour eux, surface de Riemann, c'est une courbe. Donc on appelle ça pi, et on va supposer que l'orbite de cette surface de translation par le flot géodésique GT, que j'ai mis là en jaune, elle est non divergente. Alors, si ça c'est le cas, et le flot de translation dans la surface, dans la direction verticale, il est minimal, alors on peut dire que ce flot, il est uniquement ergodique. Donc, j'ai mis en couleur certaines choses pour vous rappeler, mais j'ai aussi mis en majuscule divergente et uniquement ergodique parce que je n'ai pas défini encore ce que ça veut dire. Donc, je définis d'abord ce que ça veut dire non divergent. Non divergent, je ne veux pas l'écrire, donc faites attention. C'est une notion topologique. Je veux dire qu'un flot, il est non divergent si je peux trouver, si pour toute compact. Non, attends. Il existe un compact. Vous voyez, la bouillabaisse, c'est dur hier. S'il existe un compact tel que l'orbite du flot, il revient sur cette compact infiniment souvent. OK? Je répète, il existe un sous-ensemble compact de mon espace tel que l'orbite, elle ne se barre pas vers l'infini, elle revient sur cette compact un nombre infini de fois. Ça, c'est la notion de non-divergence. La notion de uniquement ergodique, je vais faire des rappels de théorie ergodique ce matin. Donc, je vais faire un petit mini-cours sur la théorie ergodique en peut-être 20 minutes. Et on a besoin de quelques notions de base pour parler de ça. Mais bon, je peux faire ça vite fait. Être uniquement ergodique, ça veut dire que vous savez qu'une seule mesure invariante pour le système. OK? Bon. D'abord, avant que je commence, qui a jamais avant écouté la notion de uniquement ergodique ou d'ergodicité? Bien, super. OK. Donc, c'est bien. Il y a des personnes qui n'ont pas fait ça. OK. Bon. Donc, les contextes... Il est plus général, mais le contexte pour cette cours, je veux penser que je suis dans un système, un espace proba. Donc, X, B, c'est l'attribut, et mu, c'est une mesure. Donc, on a un flot sur X. Donc, je vais dénoter pour l'instant phi t un flot sur X, et je veux faire les définitions suivantes. Donc, la première définition, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'un flot il est ergodique. Donc, on va supposer aussi que phi est un flot, et on va supposer aussi que phi t préserve la mesure mu. Cela veut dire que la mesure d'un borélien, cette équation-là. Donc, pourquoi on s'intéresse à ce type de mesures? C'est parce que ce sont des mesures pour lesquelles, si vous connaissez la mesure de borélien à un instant, vous les connaissez pour tout instant. Donc, c'est les mesures, disons, raisonnables pour mesurer des systèmes qui évoluent dans le temps. Maintenant, la notion d'ergodicité, on va dire que, bon, avec ces hypothèses, le flot phi t, il est mu ergodique. J'emphatise, je mets l'accent sur ce que ça dépend de la mesure. OK?
Donc, phi de t, il est ergodique. Si, disons, pour toutes, E va être un borélien tel que ce borélien, il est invariant par la dynamique, alors on a que soit pour la mesure, cet ensemble, il est tout, ou bien il est son complément, c'est tout. OK? Pourquoi on n'a pas appelé ça irréductible tout court? Pardon? Pourquoi on n'a pas appelé... C'est une question que je pose tout le temps, mais pourquoi on n'a pas appelé ça irréductible? C'est-à-dire, bon, quand je vois... C'est une question très bonne question, parce qu'il y a une notion d'irréductibilité derrière. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ça irréductible? Donc, si vous voulez, la notion d'ergodicité, il nous dit que le flow, il n'a pas de partie de X préférée propre. Donc, voilà. On pourrait, du point de vue dynamique, on pourrait dire aussi que ce n'est pas réductible. Ou c'est irréductible. Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Boltzmann, c'est ergodique, c'est un mot qui a été inventé par Boltzmann à partir du grec. C'est ça. Dans les années 30, pour des questions physiques-statistiques. Et c'était parce que lui, il ne le pensait pas comme ça. Il le pensait comme la conclusion du théorème de Birkhoff. Et que moyenne temporelle d'une trajectoire résume les moyennes spatiales. Que la trajectoire au cours du temps peut occuper toutes les positions de l'espace. Donc la formulation vient de Besserane, c'est la formulation de Berthe. Et c'est équivalent à ce que je viens de dire par le théorème ergodique de Birkhoff. Mais la pensée de Boltzmann, qui a créé la physique statistique et qui a inventé cette notion dans les années 30, c'était la conclusion du théorème de Birkhoff. Et ensuite, alors l'origine grecque, il a inventé un mot, là, mais ça n'existait pas, il a inventé un mot à partir du grec. J'ai oublié la racine grecque pour décrire ces notions. Oui, mais en fait, merci pour la précision. Je vous donne une référence pour une discussion historique sur l'origine étymologique du mot ergodique. Il y a un bouquin assez que je recommande beaucoup à lire. C'est de Einsiedler. Je pense que ça s'écrit Wald. Alors, laissez-moi chercher vraiment. Hein? Donnez-moi un petit moment. Bon, je ne me rappelle plus comment on l'appelait, mais je vais vous donner la... Ah non, il est là. Einsiedler, oui. Et Ward, merci. Dans les bouquins de Einsiedler-Ward, il y a, quand ces notions sont introduites, toute une discussion sur exactement ce que Jean-François nous a commenté. OK, donc c'est une notion, si vous voulez, d'irréductibilité de la dynamique du point de vue de la mesure. Ça dépend beaucoup de la mesure. OK, bon, ça c'est l'ergodicité. Maintenant, on va dire que cette flow phi, il est uniquement ergodique s'il existe qu'une seule mesure mu invariante. Voilà. Et bon, j'ai besoin maintenant d'énoncer. Attendez. Donc, je veux faire un commentaire quand même. C'est que, si on réfléchit un peu, cette notion, c'est plutôt une notion topologique. C'est pas la notion d'être uniquement ergodique. C'est. Je ne veux pas partir à faire tout un cours de théorie ergodique, mais je vous laisse réfléchir un peu sur cette notion à ce qui suit. Donc, maintenant, je vais faire le théorème de Birkhoff ici. Donc, on va faire, ça c'est... et ça va être très important pour la preuve de mon théorème. OK. Alors, le théorème de Birkhoff, disons, on est dans le cas d'un espace de Prova, donc on va prendre un flow phi t ergodique. Et maintenant, on va prendre... les quantificateurs qu'on va mettre sont les suivants. Alors, on a la chose suivante. On a pour tout f
fonction d'un élan de x mu, et pour mu presque tout point x dans x, on a l'équation suivante qui va être, laissez-moi l'écrire, voilà. Donc, je m'excuse avec les gens qui font de la dynamique un peu. Ah oui. François, tu disais que le mot FW vient juste de cette équation-là. Oui, ça c'est à côté. Ça c'est Voilà. Birkhoff, il a pensé cette équation-là. Je veux quand même passer un petit moment à dire des choses sur ces notions pour les gens qui voient ça pour la première fois, parce que j'ai l'impression que sinon ça ne va pas trop donner de sens. Alors, qu'est-ce que je vais dire d'abord? Je dis déjà sur la mesure quelque chose. On a dit pourquoi on s'intéresse aux mesures invariantes. Être uniquement ergodique, oubliez ce que je dis sur la notion topologique, être uniquement ergodique, il nous dit qu'il n'y a en fait qu'une seule façon de mesurer de façon raisonnable la dynamique, il y a une seule mesure invariante. Et ce théorème, alors laissez-moi réfléchir un moment. Voilà. Enfin, je pensais un peu aux moustiques d'hier. Je ne sais pas combien de gens ont eu des problèmes avec des moustiques hier. Ouais. Alors, imaginons maintenant que que phi de t décrit la dynamique d'un moustique qui rentre dans notre chambre. Notre chambre étant l'espace de probabilité. Et maintenant, on imagine que le mouvement de ce moustique dans notre chambre, c'est vraiment pas un mouvement qui préfère un endroit, mais c'est un mouvement qui se balade partout dans la chambre. Donc ça, c'est l'hypothèse d'être ergodique. Et on a chaud vraiment. Donc F, c'est une fonction qui mesure la température de notre chambre. Alors, F de phi de t, c'est la mesure de la température qu'expérimente le moustique au temps t. Et donc, cet énoncé nous dit qu'en moyenne, ça c'est la moyenne, si vous voulez, l'intégrale c'est comme une somme. Donc ça c'est la moyenne des températures qui expérimente le moustique qui se balade dans notre chambre. Quand on tend vers l'infini, alors on va voir que cette expérience, en moyenne, tend vers, ça serait l'intégrale de la température sur toute la chambre. Donc sur la température moyenne de la chambre. Là, je ne vais pas moyenner parce que je supposais qu'on est dans un espace proba, donc la mesure de tout l'espace de proba, c'est 1. Donc, la moyenne temporaire, on dit, est temporelle. La moyenne spatiale. Merci beaucoup. OK. Donc, c'est ça la première fois que vous voyez ça. C'est ça l'idée que je veux communiquer. Et voilà, donc on a besoin de ces deux choses. Et on a une interprétation. Je vais penser à des mouches, mais c'est mieux penser à des moustiques. Et maintenant, j'ai besoin d'une dernière notion. Laissez-moi dénoter cette équation par 1. J'aurais besoin de la notion du point générique. Donc, on va dire, donc, définition, ici. Comment est-ce que je veux mettre ça? Voilà, donc on va dire que X, un élément de mon espace, est générique. J'insiste pour la mesure mu. Si, disons, pour toute fonction continue à valeur réelle dans mon espace, je me permets ça parce que, en fait, je vais faire une hypothèse en plus, c'est que X, il est compact. Tout ça va être appliqué à des surfaces de translation compactes.
Donc, je peux me restreindre dans ces cas-là. Et je veux dire qu'un point, il est générique pour la mesure. C'est pour toute fonction continue, on a que l'équation 1, elle est satisfaite. Donc, c'est un point qui est générique dans le contexte du flow, dans le contexte de la mesure. Et ce sont, disons, pour revenir à mon hypothèse de moustique, ce sont vraiment les bons moustiques, celles qui se baladent et pour lesquelles on a cette coïncidence entre moyen spatial et moyen temporaire. Okay? Ce sont les points qui sont susceptibles à la conclusion de la théorème de Birkhoff. Parce que là, peut-être je passe trop souligner ça, mais là, il y a un mu presque pour tout x. Ce n'est pas pour tout x. OK? Très bien. Alors, est-ce que je suis? C'est possible qu'il n'existe pas le point général. Bon, dans l'énoncé, c'est pour mu presque tout point. Tu peux utiliser la séparabilité de C0. Il va y avoir pour presque. La mesure alors, je veux dire ça d'une autre façon. Du point de vue de la mesure, les points génériques, à cause de Birkhoff, sont des mesures totales. Pas exactement. Pas exactement? Parce que là, c'est F qui devance l'ensemble de mesures totales. Tu as choisi F. Il y aura maintenant un ensemble de mesures totales qui dépend de F. Qu'est-ce que c'est que X? X, c'est le point. Enfin, c'est le point pour lesquels. Grand X, c'est l'espace où toute la dynamique se passe. Pour l'instant, dans ma tête, c'est une surface de translation, mais en général, ça serait un espace abstrait. Il faut que ce soit un espace métrique compacté. Il faut qu'il y ait les Oui. des fonctions continues et tu bases des nombres avant. C'est ça. Pour l'instant, je mets là, c'est un espace proba. Oui, mais là, il y a écrit des fonctions continues de X en R. Voilà. Mais je fais l'hypothèse en plus que X, il est compact. Et oui, OK. Compact métrique. Ça arrive de faire mais normalement, oui. OK. Je ne prends pas des risques, je fais ces hypothèses-là. OK. Alors, qu'est-ce que je veux faire d'un plus? Point générique, c'est bien. Uniquement, ergodicité unique, c'est OK. Je vais beaucoup préparer des choses, donc c'est pour ça que je fais de... Ah, OK, très bien. Une dernière chose que je voudrais dire, la chose suivante. Je veux dire quelque chose sur la structure de l'espace de mesure invariante par les flots et quelle est la position dans cet espace qui occupe les mesures ergodiques. Pour ceux qui connaissent, je veux dire que les mesures ergodiques sont les points extrémales de l'espace de mesure invariante. Et ça va être important parce que je vais utiliser après la décomposition de la mesure de Lévesque pour le théorème de Meissner. Alors, juste ici, comment est-ce qu'on va écrire ça? Voilà. Laissez-moi appeler pi φt de x. Ça, c'est pour emphasiser que c'est par rapport au flow phi. Ça sont les mesures de proba dans x, telles que mu est invariante. Donc, le théorème que je veux dire par rapport à ces mesures est le suivant, c'est que pi φt de x est un sous-ensemble de l'espace de mesure convexe. Et ça, c'est pas trop dur, mais en plus, les points extrémales de p φt de x sont les mesures mu ergodiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être extrémal? Enfin, dès que vous savez deux mesures, vous pouvez faire la combinaison linéaire de deux mesures, de plusieurs mesures. Les mesures extrémales sont les mesures qui ne peuvent pas s'écrire comme combinaison linéaire d'autres mesures. OK? Il y avait une question derrière? Non? OK, très bien.
Voilà. Donc ça, c'était en général. Ça, c'est en général pour des systèmes dynamiques généraux. Maintenant, je voudrais... Voici. Est-ce que, avec ce théorème, les mesures uniquement ergodiques sont ergodiques, mais est-ce qu'il y a plus simple que ça? Qu'est-ce que ça veut dire plus simple, hein? Je ne sais pas. Plus simple, c'est-à-dire que là, on a besoin d'un théorème pour le démontrer, ou est-ce que ça découle immédiatement des définitions? Dire que uniquement ergodique implique... C'est pas trop dur comme exercice. En fait, je pense que je vais laisser ça comme exercice. C'est une bonne observation, une question. L'exercice, ça serait, je ne veux pas donner l'argument parce que je pense que c'est un bon truc à réfléchir. Si tu es uniquement ergodique, alors la mesure invariante, la unique mesure invariante, elle doit être ergodique. Sans utiliser le théorème. Sans rien. Sans rien. Donc, je répète, l'exercice à faire, je ne sais pas si on va arriver aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup d'exercices à faire, mais si vous savez un système uniquement ergodique, alors la mesure invariante, elle doit être ergodique. Merci pour la remarque. OK. Maintenant, je veux revenir au contexte de surface de translation, parce que là, ça c'était complètement en abstrait, pour vous dire un peu quels sont les énoncés sur l'ergodicité et les mesures ergodiques dans le contexte du flot de translation. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Non, ça, c'est pas là. OK. Le premier théorème, ça va être beaucoup de théorèmes que je ne veux pas démontrer aujourd'hui, mais on peut le discuter plus tard. Le premier, c'est un théorème de Katok sur le nombre maximal de mesures ergodiques qu'on peut avoir pour un flot de translation. Alors, le théorème, il dit la chose suivante. Soit M une surface de translation de genre G, disons plus grand ou égal que 2, et phi une certaine direction, alors le flot de translation dans la direction T a au plus G mesure ergodique. Je reste ici encore dans le contexte de mesure de probabilité. OK? Il faut peut-être, je dois mettre ça là. Je laisse ça toujours dans ma tête, mais on est toujours en mesure probable. OK. Mais jusqu'au présent, ça c'est... OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur l'ergodicité du flot de translation? Donc, premier théorème, ça c'est un théorème de Kirchhoff, Mazur et Smiley, qui nous dit qu'on comprend vraiment la dynamique du flot de translation pour presque toute direction. Donc, l'énoncé est le suivant. Pour presque toute direction θ, et là c'est par rapport à la mesure de l'évêque sur le cercle, le flot phi θt est uniquement ergodique. Là, je n'écris pas tous les contextes, mais bon, si on prend une surface de translation compacte de genre G, alors pour presque toute direction, le flot de translation, il est uniquement ergodique. Et en fait, j'aurais dû ça dire depuis le début, vous allez me demander, mais bon, c'est quoi la mesure invariante? Je vous pose la question. Si on a un flot de translation dans une surface, disons, imaginons dans les tores, quel serait un candidat pour une mesure invariante pour le flot de translation? La mesure de Lebesgue. C'est ça. Donc,
je vais mettre là ça, comme un petit exercice, c'est que l'EB est invariante pour les flots de translation. Donc, on a toujours dans une surface de translation au moins une mesure invariante qui est la mesure de Lebesgue. OK. Très bien. Alors, voilà. Qu'est-ce que je veux dire en plus? Je voudrais dire qu'en fait, la chose qui fait très intéressante cette théorie, c'est que il y a des phénomènes en dehors de cet ensemble de mesures totales pour la dynamique du flot. Je veux dire, pour cet énoncé, on sait que le flot, il est uniquement ergodique, mais on peut se demander qu'est-ce qui se passe pour d'autres points qui ne rentrent pas dans l'énoncé de ce théorème. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Et là, je serais très content de discuter avec vous sur ça. C'est qu'il existe des exemples des surfaces de translation M. Je devrais mettre ici peut-être le nom de... Enfin, je vais faire la référence au bouquin de Atreya-Macer, mais là, vous pouvez regarder d'autres différences. Il existe des exemples de surfaces de translation M tels que l'ensemble des directions pour lesquelles le flot de translation est minimal, mais n'est pas uniquement ergodique. Cet ensemble-là est non dénombrable. Et en plus, en fait, on peut calculer sa dimension de Hausdorff. Et la dimension de Hausdorff de cet ensemble-là, c'est 1,5. Donc, ça vous dit qu'en fait, la dynamique, elle est riche. Il y a beaucoup de phénomènes. Je veux dire aussi une autre chose, c'est qu'il y a des surfaces de translation pour lesquelles on connaît... il y a des surfaces de translation pour lesquelles on a une bonne compression du flot pour toutes les directions. Ça, c'est un théorème que je voulais faire dans cette cours-là, mais en préparant le cours, je me suis rendu compte que ça serait trop. Ça découle des théorèmes de Witsch. Donc, je vais mettre ici le nom de Witsch. Donc, il existe des exemples, en fait, beaucoup. En fait, c'est vrai pour toutes les surfaces à petits carreaux. De M, tel que le flot phi t, il est soit uniquement ergodique, soit périodique. Donc, j'écris ça très vite, mais j'explique un peu. Pour certaines surfaces de translation très symétriques, comme les tores, ça c'est le cas des tores par exemple. Pour les tores, on sait ça. Mais par exemple, la surface qui vient de l'octagone, toutes les surfaces du décagone, on sait que le flot de translation phi t θ, en fonction de θ, il est soit périodique. Périodique, ça veut dire que presque toute orbite qui ne va pas tomber sur une singularité, elle est fermée. La période peut dépendre. Soit on a un comportement périodique, soit on est uniquement ergodique. Donc c'est différent de ce comportement que j'ai là. Très bien. Et voilà. C'est vrai que si on n'est pas périodique, on est minimal. C'est ça, c'est ce que je dis dans les cours avant, la séance dernière. C'est l'énoncé topologique pour le flot, c'est que le flot dans toute direction décompose la surface de translation en composante minimale et composante périodique. Donc tu peux avoir, et en fait cet après-midi, si on a le temps, on va faire un exemple comme quoi tu vas avoir des surfaces de translation où les deux comportements coexistent. Une composante périodique et une autre composante ou minimale. OK, très bien. Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui fait qu'on doit exclure le 2pi? Je n'ai pas compris. L'intervalle, il est ouvert en 2 pi. Ah bon, c'est une question de notation pour moi. Si vous voulez... c'est pour toute direction, en fait. C'est une question de direction, enfin... C'est tout. Oui, c'est tout. OK, très bien, très bien. Ah, je pense que je suis arrivé à finir cette partie-là. Ah, très bien. OK. Il me reste combien de temps? C'est... Alors, il reste 50. 50 minutes? Ouais. Wow, parfait. Donc maintenant, on va plonger dans la preuve du théorème. J'ai tous les éléments qu'il me faut pour la preuve du théorème. Donc je vais effacer les choses doucement et on commence. Le théorème de Mayer. Oui. Donc là, je vais vous balancer plein de choses sur la théorie ergodique et là, je vais faire quand même essayer de vous donner tous les éléments pour la preuve de ce théorème. Non divergente, ça veut dire qu'il existe un sous-ensemble compact de ton espace tel que l'orbite, elle revient pour une suite infinie de temps divergentes sur le... C'est pas toujours le cas pour certains. En fait, parce que quand vous prenez donc, comment on l'appelle encore, le flot géodésique, c'est une surface où il y a un crisp. Où il y a un crisp. Lorsque vous avez la géodésique qui passe dans le crisp, cette géodésique-là est non divergente. Et pourtant, il ne revient pas infiniment dans un compact. Bah, pour moi, C'est pas dans le crisp, à partir d'un certain moment, il s'échappe dans le crisp, il va tout droit dans le crisp, il ne revient pas. bah, ça serait divergent. Pour vous, c'est divergent. Oui. Pour moi, c'est pas divergent. Bon, on peut se battre sur ça, mais... c'est comme hyperbolicité, c'est incomparable. Oui. Parce que ça ne reste pas dans le domaine de Nielsen. Oui. Mais vous voyez, là, je pense dans un contexte topologique général. Oui. OK. D'autres objections? Commentaires? Non? OK. Bon, maintenant, super. On va commencer avec la preuve du théorème de Mayer. OK, donc d'abord, je vous raconte les stratégies de la preuve. C'est une preuve par contradiction, donc par contradiction. C'est-à-dire, on va supposer que mon flow φt... Excusez-moi. Désolé. Il me manquait une hypothèse ici. Φθ minimal. On va supposer que phi de t n'est pas uniquement ergodique. Et on va arriver à une contradiction. Donc, les premiers pas qu'on va faire, c'est utiliser la non-divergence pour extraire une suite convergente. Donc, la première pas, c'est extraction d'une suite divergente. Et avant que je me lance dans tous les détails, je veux faire un sketch de preuve. Et s'il me reste du temps à la fin, alors on peut faire approfondir ou voir des détails là où vous voulez, où il y a des points pas clairs. D'accord? Donc,
qu'est-ce que ça veut dire extraction d'une suite divergente? Vu qu'on a un flow qui n'est pas divergent, on revient assez souvent sur un compact. Donc, quitte à extraire une sous-suite de temps, je peux prendre une suite convergente. Alors, laissez-moi écrire ça doucement. Mais en fait, il faut que je fasse une remarque assez importante, c'est que l'hypothèse sur la non-divergence, elle est imposée sur l'espace des modules de courbe, en bas. Ce n'est pas sur les strates. Je ne sais pas si vous remarquez, l'hypothèse, c'est supposons que la projection de l'orbite est non divergente. En bas, sur l'espace des modules des courbes, pas l'espace des modules de surface de translation. Donc, on va utiliser la chose suivante, c'est que, donc ça c'est une remarque, c'est que pour tout un cas sous-ensemble de l'espace des modules de courbe compact, on n'a que l'image inverse de cette compacte dans l'espace, dans les strates est compacte. Alors, ça me permet de faire la chose suivante. On va prendre, disons, comme la projection de GTM de cette orbite est non divergente, on peut prendre une suite de temps Tn qui va vers l'infini, telle que GTn de M en tant que suite de points dans les strates, elle converge vers une surface que je vais appeler M infini. Et laissez-moi appeler cette, juste pour garder un peu la notation plus compacte, je vais appeler ça Mn. Ça, on va l'appeler Mn. D'accord? Dans une récurrence dans l'espace des modules, on regarde un node dans les strates, et là, on a une suite de surfaces de translation qui vont converger vers une surface M infini. Alors, maintenant, je voudrais qu'on fasse un exercice d'imagination sur comment penser à cette convergence. Je ne veux pas penser à cette convergence du point de vue de l'espace des modules. Je veux penser à cette convergence en coordonnées de période. Alors, je vous rappelle les coordonnées de période. On disait les coordonnées de période, c'est pour une surface de translation qui est donnée par des polygones. Un voisinage de cette surface de translation, c'est une petite déformation du côté des polygones, tout en gardant la combinatoire de côté. Donc, le film qu'il faut avoir dans la tête quand j'écris cette convergence, c'est qu'on a une surface de translation M infini donnée par certains polygones qui sont collés entre eux, et ces surfaces qui convergent vers là, on peut les penser comme une famille de polygones qui convergent vers le polygone qui définit M infini. Donc, je veux que vous gardez dans la tête cette image géométrique. Convergence vers M infini, ça veut dire convergence géométrique d'une famille de polygones vers le polygone qui définit M infini. Je vous laisse imaginer votre famille de polygones préférée. Mais ça va être crucial pour la preuve, pour comprendre un peu la preuve. Très bien. Alors, le reste dans cette part 1, je vais introduire un peu de notation seulement. Donc, je vais appeler f Tn de M à Mn. Je vais donner un nom, mais bon, c'est l'application de Teichmüller. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous voyez, on commence avec M, une surface de translation, et on la frappe avec le flot géodésique GTN. Donc, on a une fonction naturelle définie de M à MTN. C'est quoi? À un point, on voit où est-ce qu'il est envoyé une fois qu'on déforme. Derrière. Pourquoi les relever les compacts, c'est compact aussi? Parce qu'on se restreint des surfaces de R1
que Tu as choisi un compact. Tu as choisi un compact qui va être ça, peut-être. Non, ça c'est une remarque. Ça, c'est une remarque. Une fois que tu as un compact en bas dans l'espace des modules, quand tu prends son image inverse par la projection dans le strat et tu l'intersectes avec la surface de R1, c'est un compact anneau. C'est ça que je suis en train de dire là. Donc peut-être je ne dis pas H. H, ça c'est un strat. Non, mais oui, je me restreins à des surfaces de R1. Non, le tout, il n'est pas compact. Tout le strat, il n'est pas compact. C'est la primage d'un compact. Je me donne un compact dans l'espace de... Tu donnes un compact dans SL de R sur SL de Z. Oui, mais Le relève dans SL de R. Je ne pense pas que c'est ça. Ici, c'est la projection de SL de R sur SL de R sur SL de Z. Oui. Si tu prends un compact dans SL de R, parce que le relève, il n'est jamais compact. Le jamais compact. Donc tu choisis un compact. Tu choisis un compact. Attends, je pense que je choisis un compact anneau. C'est ça. Tu choisis un compact et ce sont des... C'est ça. Oui, merci pour la précision. En tout cas, pour l'énoncé de théorème, à la fin, c'est ça qui compte, c'est que j'ai l'hypothèse, la vraie hypothèse sur l'espace, sur le théorème de Mazur, c'est que on a, au niveau de l'espace des modules des surfaces de translation, une orbite du flot géodésique qui revient infinitement sur un compact qu'on a choisi, qu'on a. Je me répète pour dire ça doucement. La vraie hypothèse du théorème de Mazur, je ne sais pas si je l'ai bien communiqué, c'est qu'il existe un compact dans le strat pour lequel l'orbite de M, il revient sur cette compact un nombre infini de fois. C'est ça. Et à un moment, tu peux choisir un compact dans l'espace de Teichmüller. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce qu'à la fin, ce qui va jouer, en fait, va me permettre de faire la renormalisation, c'est de pouvoir utiliser la convergence géométrique. Et c'est ça qui est important. OK. Donc, je disais, je dénote ça, l'application qui va de M dans Mn. Vous pouvez imaginer que vous partez d'une surface de translation, vous prenez un point X, vous frappez tout avec GT, ce point X, il va à un certain point dans Mn. Donc, c'est juste l'application qui va de M à sa déformation. Et je veux introduire maintenant les notations suivantes. Z, ça va être les singularités de M. Zn, c'est les singularités de Mn. Et Z infini sont les singularités de M infini. Voilà, c'est juste pour le contexte. Oui, voilà. Maintenant, je comprends la remarque, c'est vrai. On a un compact en bas dans l'espace des modules. Tu peux avoir plein de compacts, mais le fait que tu reviens souvent en bas te permet de choisir un compact anneau pour lequel... Mais on s'était embrouillé parce que H, on a cru que H c'était l'espace de Teichmüller. Mais H, c'est pas l'espace de Teichmüller, c'est la strate. C'est le strat, oui. C'est le strat. C'est la strate. Quand je te dis c'est ça, ce que tu es en train de regarder, c'est une espèce de fibration tangente en fait. H est fibré tangent et MG c'est SLER. Je suis en train de regarder plus. C'est les fibrés. Enfin, tu prends le truc de R1. Donc, c'est pas. Oui, c'est le fibré tangent unitaire. Unitaire, c'est ça. Voilà, on s'était emmêlé les patins. OK. Désolé. Oui. Et moi c'est pas grave.
Ce qui me rend nerveux, c'est que je sais que là, il y a une caméra et qui me transporte dans l'éternité. Oui, oui. J'espère que dans le futur, on pourrait dire à une intelligence artificielle de tout éditer pour qu'il reste que les choses justes. Fais de mon exposé une belle exposé. Alors, deuxième chose qu'on va faire, c'est décomposer la mesure de Lebesgue. On a supposé qu'on n'est pas uniquement ergodique. Donc, on va décomposer Lebesgue. Décomposition de la mesure de Lebesgue. Alors, par ça, je veux dire quoi? Je vais effacer le fait que les mesures ergodiques sont les points extrémals dans les convexes formés par les mesures invariantes. Donc, je peux me permettre d'écrire Leb. Leb, c'est la mesure de Lebesgue. Là, je pense à la mesure de Lebesgue sur la surface. Sur la surface. Donc, je veux dire ça là. Ça, c'est dans la surface M. Et je veux écrire ça. Je peux supposer que je peux écrire ça comme une certaine somme finie de mesures nu I, ou par le théorème de Katok, je sais que, par hypothèse, je sais que M, il va être plus grand que 1, plus petit que G, et les coefficients sont des coefficients positifs. Et ça, nu I, pardon, ergodique. Pardon, je vais mettre mesure ergodique sur M. OK? Très bien. Maintenant, je veux dénoter par EI. Ça va être l'ensemble de points dans M qui sont génériques pour nu I. Je vous rappelle, ce sont les points pour lesquels je peux appliquer le théorème ergodique de Birkhoff. Et pour chaque mesure ergodique dans cette décomposition, j'ai un ensemble de points génériques. Très bien. Maintenant, ces points génériques, cet EI, j'emphasise, je souligne, s'habite en M. Mais avec ces applications FTN, j'ai le droit de pousser ces points vers chaque Mn. Or, Mn converge vers M infini. Donc, ça me permet de considérer pour chaque I, je vais considérer AI, et ça va être quoi? Ça va être l'ensemble, je vais l'écrire, c'est l'ensemble de points d'accumulation dans M infini de Ftn x, où x, c'est un élément de EI. Alors, je répète, parce que ça, c'est une notion assez vague. J'ai une famille de surfaces de translation Mn qui sont des déformations par le flot de Teichmüller de M. Il faut penser que vous commencez avec une surface de translation et au fur et à mesure, vous la contractez dans la direction horizontale et vous la longuez dans la direction verticale. Donc, ce truc, vous allez me dire, ça converge vers une droite. Non, on a le droit de couper et de recoller pour trouver une autre surface de translation. On est toujours en R1. Ftn va me permettre de suivre l'ensemble de points génériques dans M à chaque instant Tn. Maintenant, on se rappelle que la convergence, elle est géométrique. Donc, vous pouvez imaginer en fait que M infini, c'est un ensemble de polygones qui est dans les plans, qui sont collés entre eux. Et Mn, ce sont des polygones qui s'approchent à ces polygones-là. Donc, dans cette image, on peut parler qu'un ensemble de points Ftnx avec x dans EI s'accumule quelque part. Okay? C'est ça que je veux dire par
point d'accumulation. Et je demande votre indulgence parce que je fais ça pas très formellement. Enfin, je pense que ce n'est pas hyper clair dans quelle topologie je suis pour parler des convergences, mais je veux dire c'est une convergence géométrique. Bon. OK? Très bien. Alors, maintenant, une lemme que je voudrais peut-être prouver après, si on a le temps, est le suivant. Le lemme, c'est que l'union de ce point AI M est dense dans M infini. OK. Donc, je fais une petite pause parce que là, on va se lancer sur l'argument principal. OK. OK. Je vais tout effacer ici. Ah non. Ouais, c'est bien que vous gardez dans la tête, ça c'est... Et je vais effacer ici ça aussi. Donc ça, c'est le moment, je pense, c'est le moment stellaire de mon cours parce que l'idée la plus importante que je veux communiquer dans cette cours, c'est qu'on peut dire des choses sur une surface de translation particulière en sachant des choses sur l'orbite de cette surface dans l'espace des modules. Donc on va faire une chose qu'on appelle renormalisation. Et voilà, donc je vous demande votre attention pour voir si je peux arriver à bien expliquer ça. Donc, argument principal. Et l'argument principal, il est le suivant. Je vais supposons qu'il existe R infini un rectangle qui est dans la complémentaire des zéros de M infini. M infini, c'est une surface de translation qui a ces zéros. Donc, que ça, c'est un rectangle à côté, disons, dont une paire de côtés est verticale. Et tel que j'ai la chose suivante, je vais faire ça comme un dessin, comme ça. Alors, je vais... OK. Je vais le faire là. Donc, je vais faire une caricature dans M infini. Là, je pense que je vais avoir un rectangle R infini à deux côtés qui sont verticales dans la direction du flot. Et je vais supposer pour l'instant que les sommets à droite en haut et à gauche en bas sont tels que... ça, c'est disons dans AI, et ça, c'est un point dans AI et AJ. Alors, c'est un sommet qui habite dans les compléments de 0. Donc là, on a, disons, une structure plate. Et j'ai que X infini, c'est le point d'accumulation d'un point ou de points qui vient de l'ensemble des points génériques d'une mesure nu I. Et l'autre, c'est des points d'accumulation de points génériques qui viennent d'une autre mesure nu J. OK? Je fais cette hypothèse. Je vais utiliser cette hypothèse pour conclure
Supposons que ça, c'est le cas. Alors, la conclusion là, c'est que nu i va être égal à nu j. Je répète. Je vais vous expliquer ça. Ça, c'est une affirmation. Affirmation. Si j'ai un polygone dans le complément 0 d'un infini qui a un rectangle à des côtés verticaux et le sommet en bas à gauche appartient à AI et le sommet en haut à droite appartient à AJ, alors ces deux mesures qui apparaissent, nu j et nu i, doivent être égales. Et donc, qu'est-ce que je vais faire après avec ça? Je vais jouer pour prouver que toutes les mesures qui apparaissent dans la décomposition de Lebesgue sont égales. Et donc, je contredis le fait que je ne suis pas uniquement ergodique. OK? Maintenant, et là, c'est là où apparaît la géométrie, on va prouver cette affirmation. Alors, comment est-ce qu'il va le dessin? C'est clair, cette affirmation? Oui? OK. Très bien. OK. Donc, ça se passe en M infini. M infini, c'est la surface limite. Et je vous ai dit qu'il y a une convergence géométrique. Donc, je peux penser que si n, c'est suffisamment grand, donc on imagine que n, qu'on est loin dans la suite, si on a une convergence géométrique, ce n'est pas trop dur à se convaincre que là, on va voir des rectangles que je vais appeler Rn. Et ça se passe dans Mn, qui ont deux coins comme ça, Yn et Xn, de sorte telle que Gn, c'est, disons, Ftn dans certains points, laissez-moi appeler ça Xi, et ça c'est Ftn dans un Xi et Eta, disons, avec disons, Xi dans EI et nu dans EJ. D'accord? Donc, démonstration de cette affirmation, on va supposons que nu i est différent de nu j, et je vais arriver sur une contradiction. Mais, donc, j'ai cet rectangle à la limite qui est approché par des rectangles qui ont cette situation géométrique, et chaque Rn, je suppose aussi, enfin, on peut supposer que ça, cet Mn, il est dans les complémentaires de 0 de Mn. OK? Maintenant, si je suppose que les deux mesures sont invariantes, il existe Q, là, ça va être la caricature, disons, au niveau de la surface M. Il existe un certain rectangle Q contenu dans M, rectangle à côté verticaux, tel que la mesure de Q par rapport à nu i, c'est différente de la mesure de Q par rapport à nu j. D'accord? Ah. Je garde ça là. Très bien. Et laissez-moi donner de taille au rectangle. Je vais supposer que Rn, c'est un rectangle d'auteur Hn et de base Wn. OK. Donc, c'est ça la situation géométrique. Maintenant, je vais utiliser le flot de Teichmüller, GTN. Donc, je vous rappelle, GTN, c'est là. GTN contracte la direction horizontale et dilate la direction verticale. D'accord?
Alors peut-être je dois prendre l'inverse. Non, attends, c'est... Tac, tac. Bon. Comme vous voyez, je me trompe toujours, mais... Je veux en fait que cette flow, il dilate la direction horizontale et contracte la verticale pour que l'inverse, il contracte l'horizontale et dilate la verticale. C'est pareil, mais... Je vais faire l'observation principale. Voilà. Donc, je vais mettre là ça. Observation principale. Et l'observation, elle est la suivante, c'est que f Tn moins 100 de Rn est un rectangle d'auteur et Tn fois Hn et longueur, épaisseur on dit, ou comment on dit le... Pardon? Largeur. Et largeur. Et moins Tn fois Wn. Alors, je vais essayer de dessiner les rectangles ici. Donc, ça va être, vous voyez, je prends ce rectangle Rn et je suis en train de regarder la préimage de ce rectangle par f moins Tn. Rn, c'est l'image, c'est pas l'image, pardon. Rn, c'est un rectangle qui est proche de l'infini. Et maintenant, je prends Rn et je le pousse avec l'inverse de l'application Teichmüller Ftn pour le voir dans M. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vais voir si vous me suivez. Qu'est-ce que se passe si je prends Rn et je le frappe avec l'inverse de Ftn? Je le frappe avec la matrice E moins Tn, 0, 0 et Tn. Pour Tn très grand. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Rtn, il va devenir un rectangle extrêmement fin, extrêmement long. Et ça, je pense, c'est l'idée principale à vous passer, c'est que si Rtn, avec l'inverse de cette application, c'est comme, vu de très loin, on est en train d'approximer en certain sens le flot vertical. Donc, si je veux faire un dessin, je commencerai par ici, avec un segment, enfin, je mets un jaune Ftn de Rn, donc je mets un jaune comme ça, donc je vois ça comme ça, et là, j'ai un segment très fin et très, très long. Maintenant, je me rappelle que le flot, il est minimal. Donc, si Tn, il est très grand, ça, c'est un rectangle qui va tendre à remplir la surface Mn. Donc, je peux supposer que si Tn il est très grand, alors mon rectangle il va commencer à couper le rectangle Q que je m'avais donné. Et je finis le dessin ici. Eta, c'est le point qui va vers Yn. Et là, je vois une chose comme ça. On est d'accord? Voilà. Maintenant, on a presque gagné parce qu'on a Birkhoff. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Birkhoff? Alors, maintenant, on va considérons la fonction suivante qui va dépendre de t. C'est l'intégrale de 0 à t de la fonction caractéristique de mon rectangle Q appliquée au flot vertical xi dt moins l'intégrale de moins t à 0 de la fonction caractéristique. Bon, j'écris et on discute.
Alors, je vous rappelle, xi et eta sont des points génériques pour les mesures eta et les mesures eta-i et nu-i. Je suis en train de prendre la fonction caractéristique du rectangle Q et regarder l'orbite verticale, disons vers le haut, du point xi. Et je suis en train de regarder l'orbite verticale vers le bas du point eta. Alors, essayons de voir ça avec des couleurs. Si je commence en eta et je vais vers la direction verticale, je vois que le côté gauche de ce rectangle jaune. Maintenant, si je suis dans xi, si je suis dans xi et je regarde la direction verticale, disons l'orbite, je vois ça. Et si je prends eta et je regarde maintenant l'orbite de eta par la direction verticale vers le bas, je vois ce côté-là. Ça, on ne le voit pas très bien. Donc, je vous fais ce dessin pour voir si quelqu'un peut me dire quelque chose sur la fonction alpha t. Xi de Q, c'est la fonction caractéristique. Pas encore. Pas encore. Non, non. C'est pas encore. Je veux d'abord dire quelque chose sur alpha t, après je veux diviser sur t, et après j'applique Birkhoff. C'est la différence entre les deux, mais ça c'est... Ça, c'est légal, mais on pourrait très bien avoir une partie qui dépasse. Tout à fait. Très bien vu. Je fais, en fait, on pourrait avoir, très bonne observation, une partie on pourrait avoir une partie de mon rectangle jaune qui fait la chose suivante, qui dépasse un petit peu. Et donc, on aurait quelque chose comme ça, qui est une partie, disons, rouge, qui n'est pas vue par la fonction caractéristique phi q, et une partie bleue qui l'est. Donc, quand on fait un cours, c'est intéressant parce que quand quelqu'un répond à la question, on pense que tout le monde a compris. Mais je vais faire une affirmation qui n'est pas comme exercice. C'est un bon exercice pour comprendre aussi, pour voir si on a compris tout ça. C'est que la fonction phi t est bornée. Est bornée. Parce que soit on dépasse un petit peu à droite, soit on dépasse un petit peu à gauche, et c'est tout. Donc, comme elle est bornée, la limite, quand t tend vers l'infini, de 1 sur t fois phi de t, ça doit être 0. D'un autre côté, mais par Birkhoff, la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t fois alpha de t, chacune de ça doit tendre vers nu i de q moins nu j de q. Et j'avais supposé que c'était un rectangle. Voilà, c'est là. Donc, et là, c'est différent de 0. Et ça, c'est une contradiction. Ça, c'est le cœur de la preuve du théorème de Mazur. Et c'est ça l'interplay, comment on dit interplay en français, la danse entre deux dynamiques. La danse entre la dynamique du flot vertical et le flot de Teichmüller. C'est la récurrence du flot de Teichmüller qui me permet de dessiner cet rectangle jaune. OK? Voilà. Mais on n'a pas encore fini. Hein?
il nous reste encore d'argumenter pourquoi le reste du théorème est vrai. Il me reste combien de temps, pardon? 19. J'aime bien cette précision du Sherman. OK. Partie 4 de la preuve. Si vous voulez, cet argument, c'est en certain sens un argument local. On a supposé qu'on peut trouver un rectangle infini avec des coins qui est dans les complémentaires de 0 de m infini, avec un point x infini, y infini dans AI, AJ. D'accord? Maintenant, je vais faire une affirmation. Et cette affirmation, je ne veux pas la prouver maintenant à cause du temps, mais c'est une affirmation que je trouve n'est pas du tout à fait évidente. Ça a l'air d'être évident, mais quand vous réfléchissez, ce n'est pas complètement évident. C'est que pour tout i différent de j, il existe, disons, un point x infini dans AI et un point y infini dans AJ, tel que x infini, y infini ne sont pas de zéro ou de singularité conique dans M infini. Je vous rappelle, AI et AJ sont les points d'accumulation de points génériques de mesure. Et je dis, je peux trouver pour tout i différent de j des points x infini, y infini, là, qui ne sont pas de zéro, des singularités coniques. OK? Mais bon, supposons qu'on peut faire ça. Maintenant, l'argument, c'est un argument pas très compliqué. Je veux dessiner x infini, je veux dessiner y infini, et on considère un segment, pas un segment, n'importe quel chemin, qui joigne, c'est un chemin simple dans ma surface, qui joigne ces deux points. Alors, j'ai effacé, mais si vous vous rappelez, l'ensemble, la réunion de Saï était dense dans la surface M infinie. Donc, je peux trouver une suite de rectangles qui satisfont les hypothèses de l'argument principal. Donc, je vais le dessiner comme ça. Comment est-ce que je le trouve? J'utilise la densité de la réunion des points d'accumulation de points génériques, plus la compacité du chemin qui joignent x infini avec y infini. Donc, je le mets là comme ça. Tac, tac, tac. Donc, j'affirme la chose suivante, c'est que par l'argument principal, par compacité, appelons le chemin gamma, compacité de gamma et la densité de l'union de AI dans M infini, il existe une chaîne de rectangles. Et laissez-moi appeler ça la figure 1. Il existe une chaîne de rectangles. Et je vais appeler les sommets des rectangles, disons, x infini, ça serait x infini 0. Ce point-là, ça serait x infini 1. Celui-là, ça serait x infini 2, etc., etc. Là, je vais dessiner que 4 rectangles, mais ça pourrait être beaucoup plus long. Donc, il y a une chaîne de rectangles telle que x infini i, il est dans un certain a li pour une certaine li qui est dans M1 jusqu'à M. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une suite de rectangles qui connectent x infini avec y infini. Dans chaque rectangle, alors, on va appliquer l'argument principal. Donc, qu'est-ce qui me dit l'argument principal? Disons, x infini, c'est dans AI.
Supposons que x1, il est dans, je ne sais pas moi, A27. Donc l'argument principal va me dire que la mesure nu i, elle est égale à la mesure nu 27. Et maintenant, je continue à progresser par la chaîne de rectangles. Donc la conclusion par transitivité, c'est que la mesure là va être égale à la mesure nu 27, qui va être égale à celle qui suit, qui va être égale à celle qui suit, jusqu'à ce que j'arrive à y infini. Donc par transitivité, on a que nu i va être égal à nu j. Et donc, comme on a pris i différent de j quelconque, on conclut que la décomposition qu'on avait de Lebesgue, en fait, cette somme, elles sont tous égales. Donc, on conclut alors que, alors ça, je pourrais mettre là un petit carré. Et ça finit la preuve du théorème de Meissner. C'est la combinaison de cet argument principal locaux entre rectangles et cet argument-là, si on suppose que cette affirmation est vraie. Je voudrais vous laisser réfléchir à cette affirmation parce que je pense que c'est un bon exercice pour voir si on a compris les idées qui sont derrière. Voici. Oui. Est-ce que ça intervient ici dans cette dernière partie que vous avez présentée? Non, la notion de point extrêmement, non, c'est des points génériques. Si, dans un sens, parce que vous avez utilisé une décomposition. Vous avez décomposé des points extrêmement. Les nus, c'est des points extrémaux et les points extrémaux, c'est des mesures ergodiques. C'est ça, oui. Non, donc, parce que c'est un polytope. Donc, l'ensemble des mesures là sur lesquelles nous travaillons, c'est un polytope. Donc, les points extrémaux. Oui. La première remarque, vous avez dit que c'est des mesures ergodiques. Oui. Donc, elles sont toutes égales. Les CI, c'est une combinaison convexe. Vous avez dit que le bec lui-même est donc une mesure ergodique. Donc, c'est en ça qu'il bâtit sa contradiction. Okay. Oui. En fait, effectivement, je voudrais le relier en fait la théorème de Birkhoff lié au point extrémaux et le théorème de Millman-Pettis. Je ne connais pas le théorème de Millman-Pettis, mais... En fait, c'est lié au point extrémaux. Non, c'est ça, parce qu'avec Birkhoff, là, on travaille sur les matrices de substitution. On a vu que les points extrémaux, c'est les matrices de permutation. Voilà. Quand on fait, par exemple, du transport discret, avec des matrices avec stochastique, bistochastique, les points extrémaux, ça va être des matrices de permutation. Donc, les applications de transport, on va chercher dans les matrices de permutation. Parce que les points extrémaux... Ok. C'est pour ça. Voilà. Décomposer cette mesure-là en une somme. Oui, c'était une confonction de langage. Le point extrêmement, pour moi, c'est les nuits. Et si vous voulez, à la fin, si vous regardez l'argument, la preuve de Meissner, du point de vue de subtil de la théorie ergodique qu'on utilise, il n'est pas vraiment très compliqué. On n'utilise que le théorème de Birkhoff à la fin. C'est des arguments géométriques plus l'application du théorème de Birkhoff. Donc, 10 minutes. Merci. Donc, dans les 10 minutes qui me restent, j'aimerais pousser cet énoncé. Parce que je voudrais parler de la récurrence de Poincaré. Et ce n'est pas trop difficile de pousser cet argument-là, cet énoncé-là, à un énoncé de la forme suivante. Parce que là, on se pose la question, bon, d'accord, c'est un énoncé sur les surfaces et dans un strate, mais quelle est la taille de surface dans les strates pour lesquelles on peut dire que le flow il est uniquement ergodique? D'accord? Donc, je vais mettre ça comme un théorème ici. Et le théorème, il est le suivant, c'est que... pour l'énoncer, j'ai besoin de... je vais le mettre, j'ai 10 minutes. Je vous explique ça tout de suite. Donc,
pour mu MV. Mu MV, c'était la mesure de Lebesgue sur les strates. C'est ce que j'avais appelé la mesure de Meyserowitz. Donc, pour mu MV, presque tout point dans les strates, les flots verticaux, et uniquement ergodique. Et dans quelques minutes, je vous fais une esquisse de preuve de ça. On a besoin, en fait, de 2 ingrédients. 3, en fait, ingrédients. Donc, preuve, ingrédients, ingrédients, 1 et 2. La première chose dont j'ai besoin, tous ces ingrédients sont des théorèmes. Ce n'est pas du tout évident. Le premier ingrédient, c'est qu'en fait, la mesure de Meyserowitz d'un strate, je pense que j'avais dit ça, c'est une mesure finie. Enfin, la mesure, pardon, de toutes les strates, elle est finie. Et la deuxième chose, c'est que c'est une mesure invariante par le flot de Teichmüller. Troisième ingrédient, c'est récurrence de Poincaré. Est-ce que j'explique un peu la récurrence de Poincaré? Vous connaissez ou il y a... Explique, très bien. C'est bien parce que c'est un de mes résultats préférés en dynamique. En fait, c'est un résultat assez naturel, je trouve. Voilà. Enfin, je pourrais faire un énoncé mathématique, mais essayons de faire un exercice d'imagination. Dans cette salle, imaginons que j'ai un ensemble, une boule de mesures positives, c'est une boule comme ça, et j'ai que cette boule, elle est, disons, un ballon, et que cette boule, elle se balade dans la salle en suivant un flot. Et le flot, il va préserver la mesure de la boule, comme ça. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la trajectoire de la boule? Et on suppose en fait qu'elle rebondit en tout que le... Voilà. Je vais faire l'affirmation suivante. Bon, je vous laisse réfléchir 1 minute et penser à ça. La question, c'est quel est le type d'affirmation dynamique qu'on pourrait faire si on pense qu'il y a une boule qui se balade un peu dans la salle, elle rebondit, pac. Elle ne change pas de volume, quoi. Elle va par là, pac, là, elle va par là. Et ça, quand elle tend vers l'infini. Elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Elle doit se balader par l'éternité. Il va finir par passer par tous les... Ah non, ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut tasser. Voilà, donc imaginons que la boule, elle fait comme ça. Oui, en fait, c'est que s'il a une trajectoire qui est périodique, disons que la trajectoire va demeurer la même tout le temps. Oui. Il y aura des points qui ne seront jamais touchés. Mais supposons qu'elle n'est pas périodique. La trajectoire est complètement aléatoire et que... Pardon? En tout cas, peut-être elle ne couvre pas l'espace. Peut-être elle ne couvre pas l'espace, elle pourrait faire pac, pac. Mais si elle fait ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur la boule? Qu'elle est périodique? Oui, qu'elle est périodique, mais disons, je la mets là,
Et elle fait ça. Elle est périodique, donc elle revient où elle a commencé. Donc, je vous pose une autre question. Peut-être je ne vais pas préparer ça très bien. OK. Je pose une autre question. C'est plus simple. Si j'ai cette boule-là qui se balade dans la salle, est-ce qu'il se peut qu'elle ne revienne jamais près de là où elle est revenue, où elle a commencé? Ah, non. Ah. Ça se peut, oui, d'accord. Non, non, je vais formuler ça d'une autre façon. Toujours filmé, hein? Oui, je suis toujours filmé. Alors. Et ça c'est pour les caméras là derrière. Au début du 21e siècle, oui, c'est comme ça. Non, j'ajoute un effet cinématique, d'accord? On va ajouter des effets spéciaux. Imaginons que dès que la balle elle bouge, elle va laisser une trace d'une couleur bleue, disons. Donc, est-ce que cette trace de couleur bleue peut être telle qu'elle ne s'intersecte jamais avec elle-même? Je répète ça. Imaginons que j'ai la balle là, je la frappe, et donc elle laisse une trace bleue. Ça dépendra de l'espace aussi. Non, pour lui, l'espace est confiné. L'espace, il est confiné. OK. Je vous laisse réfléchir, je fais un énoncé mathématique, OK? OK. OK. Non, mais regardez ce que j'écris, hein. Réfléchissez un petit peu. On a la balle, et là, c'est une trace avec une ombre bleue. D'ailleurs, ça serait très cool pour un musée de sciences. Éventuellement, est-ce qu'elle peut continuer sa vie pour l'éternité sans que cette trajectoire bleue... C'est une trajectoire, je ne l'imagine pas comme une ligne, je l'imagine vraiment comme l'ombre. C'est un truc tubulaire, par exemple. Non, ce n'est pas un point, c'est vraiment l'ombre de ça. La boule évolue dans un voisinage tubulaire. Alors, c'est quoi la réponse pour ça, pour la balle? Si c'est comme dans une salle comme ça, en fait, la trajectoire va finir par s'intersecter. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est borné. C'est parce que c'est borné, c'est ça. Il n'y a pas la place. Voilà, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Si on voulait, au fur et à mesure que la balle, elle décrit avec son ombre quelque chose, ça nous coûte de volume. Tout à fait. Ça nous coûte de volume. Au bout d'un moment, il n'aura pas suffisamment d'espace pour ne pas revenir. Donc voilà, c'est une formulation de la récurrence de Poincaré. Et dans les dernières... Ça préserve mieux, hein? C'est parce que ça préserve... C'est parce que ça préserve mieux. Donc maintenant, avec cette idée, je vous fais la preuve du théorème là-bas. OK? Ah, donne-moi une minute. D'accord, allez. Je vous paie. OK? Avec... Oui, OK. En pesos, pas en euros. Alors, regardons l'énoncé. On a une mesure finie. Le strat, c'est la salle. Maintenant, on a que la mesure, elle est invariante. Et on a la récurrence de Poincaré. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a l'énoncé du théorème de Macer. Et maintenant, je prends...
qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre une saturation par des compacts de l'espace de strates. Donc, je peux me prendre un compact et je le frappe avec le flot géodésique. Enfin, imaginons que le strat il est saturé par des compacts. Je prends un compact, je le frappe avec le flot géodésique et je pense que cet compact il a du volume, un volume positif par rapport à la mesure de Macer-Rich. Alors, il va avoir au moins un point tel que l'orbite par le flot géodésique revient sur cette compact. Et en fait, c'est le cas pour presque tous les points dans cette compact. Je répète. Donnez-moi, dans l'espace des modules, je me donne un compact qui a des volumes. L'ensemble de points qui vont revenir sur eux-mêmes, enfin, sur le compact, c'est des mesures, c'est égal à la mesure du compact. D'accord? Donc, pour mu mv presque tout point dans cette compact, j'ai récurrence. Comme j'ai récurrence, mais sur Medi, je suis uniquement ergodique. Maintenant, je prends un compact plus grand. Je prends un compact plus grand. Et croyez-moi, le strat, il est assez joli pour qu'on puisse avoir une saturation par des compacts. Donc ça, c'est la preuve à l'oral qu'on peut pousser avec la récurrence de Poincaré et la finitude et invariance de la mesure de Macer-Rich, le théorème de Macer, pour un énoncé beaucoup plus fort. Et voilà. Je ne vole plus votre temps. Merci.